Et nous avons vu que donc, la première cellule souche qu'on avait appelée cellule souche à long terme, à longue durée, qui vit beaucoup, se transforme en une autre cellule souche de courte durée. Pourquoi de courte durée? Parce qu'elle va se différencier très vite en une cellule sanguine pour aller faire, pour jouer un rôle, et puis pour, après le rôle, la cellule meurt. Elle est programmée pour mourir. C'est ce qu'on appelle bien. Nous avons vu ensemble qu'il y avait 4 compartiments. D'abord le compartiment des cellules souches, le compartiment des progéniteurs, des précurseurs. Et ensuite, ce que vous n'avez pas là, c'est les cellules matures, mais au fait, ils en sont, mais qu'ils ne sont pas séparés des cellules précurseurs. Bien. Je vous ai dit qu'il faudrait bien observer les compartiments, parce que dans la cellule souche, nous avons 2 types de cellules souches. Dans les progéniteurs, nous avons 2 types de progéniteurs, primaires et tardifs. Secondaires, on va dire tardifs, différenciés, secondaires. Et ensuite, nous avons vu qu'il y avait des précurseurs. Et quelle est la caractéristique des précurseurs, des cellules précurseurs? Elles sont déjà... Un précurseur. C'est quoi les précurseurs? Elles ont une caractéristique, ces cellules. Un autre acide, un autre... Oui, elles sont reconnaissables morphologiquement. On sait qu'elles doivent suivre une lignée. Ça. Question? Qu'est-ce qu'une lignée cellulaire? Une lignée. Qu'est-ce qu'une lignée cellulaire? Oui. Allez-y. Qu'est-ce qu'une lignée cellulaire? Une lignée cellulaire, oui. C'est un ensemble de cellules. Là, la somme. Non, un ensemble. Qui... C'est un ensemble de cellules qui ont presque les mêmes caractéristiques et jouent un rôle dans le système, dans le même système. Donc je vais corriger, il y a un trouble, un flou dans votre réponse. Alors qu'est-ce qu'une lignée? Faites des efforts. Cela ne fait rien si vous vous trompez. Mais je t'ai une réponse. Oui. Là, c'est une lignée, chez c'est le souche. Voilà, une seule voix, c'est plus correct que ce que je viens de dire. Faites une phrase maintenant, une seule voix. Type, un seul type, donc très bien, voix, type 1. C'est quoi une lignée cellulaire? C'est un... Bon, vous avez dit des signes. Vous avez dit oui. Oui, c'est ça. Alors, voix, type, même caractéristique. Donc, passage, c'est après. Enchaînement. Prolifération, oui. On s'écarte. Donc, une... Oui, au départ, d'accord. Différencié par une seule cellule, d'accord. Oui. C'est une population de cellules homogènes. Vous avez vu un dictionnaire maintenant? Bien, c'est sûr. Alors, oui, c'est ça. Donc, une lignée, vous avez compris. Il vous manque l'expression.
Une lignée, c'est-à-dire c'est les mêmes cellules, c'est une même population. C'est homogène, les mêmes cellules. Hein? Qu'est-ce que là qui possèdent, vous avez dit, les mêmes caractéristiques et qui vont donner une seule cellule Kemlou. Une seule cellule mature. La cellule mature finale, elle est unique. Donc, depuis la différenciation de ce groupe, cet ensemble de cellules, jusqu'à une seule cellule, on dit que c'est une lignée. Bien. Vous avez remarqué aussi que dans le compartiment des précurseurs, nous avons toujours 2 ou 3 précurseurs. On va dire, bon, il y en a beaucoup des précurseurs. Là, c'est ce que vous avez vu là, ce que vous avez devant vous. C'est que dans les précurseurs, par exemple, observez votre schéma. Dans le compartiment précurseur, pour le premier par exemple, vous avez un mégacaryocyte qui va se trouver. Ablaziz, qu'est-ce que vous avez? Ça vous gêne? Bon, vous avez un mégacaryocyte qui va se transformer en plaquette, en thrombocyte. Mais ne croyez pas que cette transformation, elle se fait en une seule étape. Donc, il y a un mortasala, c'est résumé. C'est plus un week-end pro, voilà, pro-mégacaryote, etc. Donc, il y a 5 ou 6 étapes avant ça. Donc, le compartiment précurseur, il est assez lent, il est assez compliqué, et on retrouve plusieurs proliférations, plusieurs divisions cellulaires. Là, c'est un résumé, c'est pour que vous puissiez savoir quelle cellule, dans quelle cellule mature, quel précurseur ou quel progéniteur dans quelle cellule mature. Bien. Alors, je vais revenir en arrière très vite pour dire que combien y a-t-il de précurseurs, de progéniteurs primaires qui sont j'écoute. Un, deux, trois, et le quatrième, oui. Quatre. Bien. Alors, tout le monde sait maintenant, c'est bon, que ce qui est lymphoïde va donner. Vous n'avez pas le droit de me dire, oh, la lignée lymphoïde ou bien les précurseurs progéniteurs lymphoïdes, ils vont donner combien de cellules finales matures? Combien de cellules matures? Les cellules, les progénitures lymphoïdes, qui sont bon, les LB. Alors, n'oubliez pas que les LB, il va y avoir 2 types, les LB plasmocytes et les LB mémoire. Donc, LB, c'est LT, LTC, oui, et cellules dendritiques. Nous avons vu hier que la cellule dendritique peut être issue, attention, faites attention, et les cellules qui vont provenir de la progéniture myéloïde sont macrophages, cellules dendritiques, polynucléaires à basophile, nucléophile, neutrophile. Je dois expliquer une chose. Peut-être que je ne l'ai pas fait, je ne sais pas. Les neutrophiles, granulocytes neutrophiles, sont plus abondants que basophiles et eosophiles. Ils ont un rôle plus important. En nombre, ils sont plus. C'est bon, si vous le savez, c'est. Les cellules souches, etc. La niche, je crois, ça m'a fait ça, facteur de croissance. On en sommes là, facteur. Non, c'est le facteur d'articulation. Très bien. Alors, écoutez, lorsque vous voyez un cours qui fait 5 pages, vous allez ouvrir votre page, un cours. Vous allez dire,
Hein? Imaginez que vous avez 17 chapitres. C'est beaucoup. Bien. Je ne vous demande pas d'apprendre. Ce serait bête d'apprendre le texte. Pardon, le texte de Dieu. Ce serait vraiment bête. Et ce ne serait pas bien. Et si vous faites ça, c'est que moi, je n'aurais pas accompli ma tâche. C'est pour cela que je vous demande. Vous avez vu maintenant, j'ai fait un rappel. Sur quoi j'ai fait un rappel maintenant? Sur quoi? Sur quoi? J'ai pris la base, un tableau. Donc, focalisez-vous, concentrez-vous sur les tableaux, sur les schémas. Je vous pose, si je vous donne un schéma, c'est que c'est important de comprendre cet événement, ce phénomène, ce mécanisme, Si je vous donne un texte sans schéma, bon, une définition, généralement, ça ne nécessite pas un schéma. Mais souvent, quand je vous donne des textes sans schéma, ce n'est pas très important. C'est-à-dire, ce n'est pas les plus importants conscients. Focalisez-vous, concentrez-vous là où il y a des schémas. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous avez en page 4, pardon, en page 4, c'est page 3. Voilà. Les facteurs de croissance. Nous avons vu hier que les facteurs de croissance, ce sont des molécules. Et quel genre de molécules? Quel genre de molécules? Glycoprotéines. Glycoprotéines. Ça, c'est à savoir. Bien. Maintenant, il va y avoir différents facteurs de croissance. Vous devez connaître les facteurs de croissance. Que veut dire GM, CSF? GM, c'est simple. G, c'est pour granulocytes. M, pour... Et quand je dis ce colony stimulating factor, c'est-à-dire c'est le facteur qui va stimuler la colonie. Wesh colonie, c'est quoi la colonie? C'est un groupe, c'est une population de cellules qui vont se transformer un seul type, maintenant donc, une fois ils vont se différencier, qui va différencier finalement? Imaginez qu'au départ, la question qui doit vous, comment dirais-je, vous déranger un peu, hein? Comment se fait-il qu'à partir d'une seule cellule, enfin c'est la même cellule, on obtient différentes cellules de forme, enfin la forme. Les cellules dendritiques ne sont pas comme les lymphocytes, qui ne sont pas comme les granulocytes, qui ne sont pas comme les érythrocytes, qui ne sont... Donc, comment à partir d'une cellule identique, on peut obtenir des cellules différentes dans leur morphologie, dans leur taille et dans leurs tâches, dans leur rôle, dans leur fonction. Comment? Et bien, ce sont ces facteurs. D'abord, avant les facteurs, il y a quelque chose qui va pousser les facteurs. Les facteurs, c'est quoi? C'est des protéines, des glycoprotéines. Cela veut dire que lorsqu'ils vont naître, ces protéines, ils vont subir une protéosynthèse, une synthèse protéique. La synthèse protéique. Donc, j'ai une cellule, voilà, mais c'est tout un peu. Il a juste la colle. Atteignez la colle, parce que je ne peux pas l'injecter pour le... Alors, c'est à partir de ça. Alors, n'oubliez pas que je vous ai dit durant deux séances que si vous ne vous posez pas des questions, vous ne pouvez pas avancer. Je dois me poser des questions. Et je ne dois pas laisser l'enseignant faire ce qu'il veut. Si vous avez des questions, vous m'avez posé des questions sur les plaques de PR. Et une autre m'a posé une question sur le passage d'un site.
Voilà, donc, il ne faudrait pas dire « Ah, mon Seigneur, il n'a pas fait ça, donc ça doit être pas important. » Jamais. C'est à vous de voir ce qui est important, de ce qui n'est pas. Alors, nous allons un hein? ما حلوش certainement que tout حاجة Alors, vous avez une cellule souche. Cellule souche hématopoïétique. Elle va donner finalement LT. Elle va donner finalement plaquettes. Et différentes cellules. Est-ce que vous voyez là? Bon, comment une cellule, la question? Une seule cellule identique, voilà, vous allez vous transformer en toute cette population. Macrophage, monocyte, granulocyte, c'est. Donc, nous avons dit qu'il va y avoir intervention, facteurs de croissance. Qui sont quoi? Les glycoprotéines. Glycoprotéines. Donc, en général, ce sont des protéines ou des glucides? Des protéines. Ça. D'où viennent ces protéines? D'où ils proviennent? Comment ils sont fabriqués? Comment sont-elles? Synthèse protéine. Membrane, noyau, le noyau membrane. Hein? Code génétique, oui. Information. Synthèse. Signal, sécrétion. La sécrétion, là. Comment ils vont être sécrétés? À partir de quoi ils vont être synthétisés? Le noyau et Transcription. Code génétique. ADN. Il ne faut pas dire code génétique. Le code génétique, c'est énorme. Une protéine, la protéine. D'où elle provient? C'est à partir d'un gène. Un ADN, c'est quoi? C'est un ensemble de base. Il y a des gènes. Dans l'ADN, il y a des parties codantes qui portent des gènes ou des parties qui ne. L'ensemble des parties qui est le génome. Et chaque gène va donner une protéine. Donc, je reviens en arrière pour vous dire que cet ADN, où il se trouve? Généralement dans les cellules complexes supérieures. Dans le noyau. Pourquoi il se trouve dans le noyau? Le noyau, c'est un coffre-fort. On y cache de l'or, de l'argent, ce qui est précieux, coffre-fort. Pour protéger l'ADN. Parce qu'il porte l'information génétique. C'est important. Les êtres vivants, leur survie, leur procréation, leur prolifération, leur défense, leur fonction, tout est basé ou caché dans cet ADN. Donc il est très important, c'est pour ça qu'on le met dans un coffre-fort qui est le noyau. D'accord. Maintenant, lorsque une cellule veut exprimer quelque chose, exprimer, c'est-à-dire elle veut exprimer une molécule, elle veut fabriquer une molécule, parce qu'elle a besoin de cette molécule. Donc il va y avoir je vous rappelle qu'il va y avoir l'ARN messager qui va venir, qui va copier l'ADN, qui va sortir dans le cytoplasme, il va aller dans le noyau, là, dans le réticulum endoplasmique granuleux, le muhabbaba, et elle va synthétiser la protéine dans les ribosomes. Ensuite, les protéines ne sont pas matures, elles vont passer dans l'appareil de Golgi pour subir une maturation. Et tout cela dans une protéine qu'on appelle les. Donc, d'où proviennent les glycoprotéines? Mais à partir du gène, d'un gène, qu'on va appeler le SPI1. Donc, la protéine a été fabriquée, les glycoprotéines, les facteurs de croissance sont fabriqués lorsque. Je fais les questions que je vais vous poser.
Ce genre de questions. Ces glycoprotéines sont formées lorsque quoi? Lorsque, non, mais chez les cellules souches. Lorsque, de quoi? Stimulation de quoi? Oui, vous avez raison, vous n'avez pas raison, parce que vous n'avez pas terminé votre phrase. Stimulation de quoi? L'hormone, pas de croissance, c'était le facteur de croissance. Pas d'antigène, stimulation du gène. Donc il va y avoir d'abord stimulation du gène pour que la protéine soit formée. Donc le problème, donc la différenciation, où se fait-elle? Ou bien d'où démarre-t-elle? La différenciation, le gène qui va fabriquer des protéines, qui va fabriquer des glycoprotéines. Ah, donc je dois comprendre que le gène, il est décisif, c'est lui qui va décider du facteur de croissance, de la différenciation de la cellule. S'il ne veut pas fabriquer la glycoprotéine, il n'y aurait pas de... Un moment, s'il vous plaît. Donc si le gène ne permet pas la synthèse des glycoprotéines, il n'y aurait pas de différenciation. Il n'y aurait pas un. Maintenant, est-ce que nous avons un seul gène qui va... Bien sûr, on n'a pas de... Puisque nous avons plusieurs gènes. Mademoiselle? La stimulation du gène, oui. Hein? Ah, très bien. Je vous mets des questions. Bien, c'est une bonne question. Et le gène, il est stimulé. Mais qu'est-ce qui fait que le gène soit stimulé? Regarde, ok, il est stimulé. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit une chaîne. Non. Avant, c'est aval, c'est la synthèse, l'ADN, synthèse. Ça, c'est l'aval, c'est le bac. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les causes qui ont stimulé l'ADN pour qu'il puisse fabriquer les facteurs de croissance? Signal. Je connais quel signal? Où au signal? Oui, signal, c'est quoi? C'est ok. Les facteurs, Les hormones. Mais l'idée est fausse. L'idée, la réponse est fausse, mais l'idée est intéressante. Le CD4, des hormones. Des hormones. Mais c'est ok. Hein? Vous allez répondre, c'est une autre question. Vous êtes... Attends, ok, allez-y. Je me disais, c'est peut-être dans le cas où on a besoin du renouvellement des cellules. C'est sur ces choses, la stimulation, c'est bien de réfléchir. Donc vous avez, votre réflexion, elle est bien, elle est structurée. Oui, si nous avons des bus dans la ville, c'est que nous avons besoin des bus. Si nous avons des stades, c'est que nous avons besoin des stades. Si nous avons des hôpitaux, c'est que nous avons besoin des hôpitaux. S'il y a des glycoprotéines, c'est que nous avons besoin de ces facteurs de croissance. Si nous avons des gènes, c'est que nous avons besoin de ces gènes. Bien. Maintenant, si nous avons... Donc, il y a des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont synthétisés. On a construit un hôpital. Parce qu'on en a besoin. On a fabriqué un facteur de croissance. On en a besoin. Et c'est quoi ce besoin? C'est quoi ce besoin? Le besoin d'aller dans la cellule? Une? La régulation, c'est autre chose. Régulation, non le métabolisme. Hein? Voilà, ça. Comme si vous êtes en train d'oublier que vous faites de l'immunologie. Vous avez oublié que vous êtes en train de faire l'immunologie. L'immunologie, c'est la défense contre eux. Quel est ce besoin? Sur le signal que vous avez dit. C'est une infection, c'est un corps étranger qui est entré.
Et qui a capté ce corps étranger? Qui a capté ce corps étranger? Macrophage. Les cellules phagocytaires. Nous avons dit qu'il y a 3 cellules phagocytaires résidentes. Je connais. Mais avant, comment ces 3 cellules phagocytaires ont détecté la présence? Parce que le signal de danger. Le tout est à base de ce que j'ai dit la dernière fois. C'est le TAP, le signal de danger. La cellule a détecté un signal de danger. Ensuite, les macrophages, ils vont scanner ils vont l'englober, ils vont le phagocyter. Pourquoi? 1. Pour justement arrêter, freiner un peu l'invasion, le réseau bactérien. 2. Pour le scanner, pour voir à peu près c'est quel type de molécule qui est rentré ou quel type de bactérie. Et puis le message, il va aller dans la cellule, il va aller dans le noyau, il va aller vers les ADN. Pour leur dire que voilà, celui qui est rentré, il a cette forme-là. Ah, cette forme-là, eh bien, pour le macrophage, pour que le macrophage, il aille contre ce corps, il faudrait que tel ou tel facteur de croissance. Donc c'est cela. C'est selon le type de signal de danger. Le besoin, comment se fait-il? Selon le type de signal de danger. 1. Mais attention, mais moi je ne suis pas tout le temps de l'infection, je ne suis pas tout le temps en danger d'infection, Est-ce que, quand il n'y a pas d'infection, quand il n'y a pas de pénétration de corps étrangers dans l'organisme, est-ce que l'hématopoïèse va s'arrêter? Non. Ce qui veut dire que, d'une part, il n'y a pas que le signal qui va augmenter, enfin qui va permettre la stimulation de tel ou tel gène. Il y a aussi une stimulation régulée. Oui, une régulation constante, c'est-à-dire continue, pas spécifique. Une régulation, une stimulation, une stimulation, elle est continue. Donc elle est, oui, elle est, elle est, non, pas spontanée, oui, elle est spontanée, mais elle est, elle est programmée. Si la mort de la cellule est programmée, donc il y a une cellule programmée pour la remplacer. Donc c'est une programmation. Alors, donc je vais revenir en arrière. Quelle est la part du signal dans la stimulation, signal infectieux, et quelle est la part de la programmation dans la stimulation de l'ADN? Quelle est la part que vous devez, oui? Premier pour la quantité de cellules. C'est question de quantité avec ça. Soit nous disons que il paraît des petits chiffres clairs pour le matin. Je sais pas. Amran. حاش مبروح يعني شكرتك يعني bon alors c'est la proportion. Lorsqu'il n'y a pas d'infection, les gènes de quoi? Qui donnent naissance à des facteurs de croissance. Ces gènes sont tout le temps stimulés, sont tout le temps par certains facteurs qu'on verra. Ces gènes-là sont tout le temps stimulés. Donc ils vont donner à peu près des quantités constantes de cellules matures. Parce que 10 millions de macrophages vont mourir, donc 24 heures, il faudrait aussi fabriquer 10 millions. Mais maintenant, lorsqu'il y a une infection,
Selon le signal d'infection, selon le corps étranger, il va y avoir une stimulation supplémentaire. C'est-à-dire, au niveau de tel ou tel gène, cela dépend du corps étranger. Cela veut dire que, au lieu de fabriquer maintenant 10 millions de macrophages par jour, on va fabriquer 250 millions de macrophages par jour. Donc, c'est pour répondre à votre question. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a une stimulation continue programmée sur les différents facteurs, sur les différents gènes pour donner les différents facteurs de croissance, mais en temps d'invasion, en temps d'exposition à des bactéries ou des corps étrangers, cette stimulation, elle peut augmenter au niveau d'un ou deux ou trois gènes. Cela dépend du signal. Bien. D'accord. Alors, maintenant, vous allez voir que je vous ai donné en page 3, en page 4, différents facteurs. Les facteurs qui vont faire de la différenciation des granulocytes monocytes. Les facteurs qui vont faire la différenciation uniquement des granulocytes. Parce que souvent, parce qu'il y a 3 granulocytes. Quelquefois, un facteur, il est nécessaire. Un seul facteur, il est nécessaire pour les neutrophiles, alors qu'un autre facteur, il est nécessaire pour la différenciation des basophiles et acidophiles. Hein? Basophiles, acidophiles. Tout le monde connaît nos facteurs, comme dans ce cas. Vous avez le MCSF, c'est-à-dire pour les macrophages. Vous avez les facteurs synergiques, page 4. Vous allez les voir tout seul, c'est très simple. Parce que je vais me dépêcher pour voir le tableau beaucoup plus qui est plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une synergie? Synergie. Hein? Synergie, c'est l'opposé de l'opposé. C'est quoi la synergie? C'est pas faux ce que vous avez. C'est quoi la synergie? Je vais vous dire, hey, mes étudiants, vous voulez travailler en synergie. Essayez de travailler en synergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler ensemble. C'est symbiose, oui. Microbiologie, c'est ça. Travailler ensemble. C'est-à-dire, il faudrait que réunir vos efforts pour aller vers le même but. C'est la synergie. Donc, synergétique, c'est quelque chose qui va aider à aller vers un but. Donc, il y a ce qu'on appelle les interleukines. Ah, interleukines, vous connaissez, oui, c'est un type de cytokine. Combien y a-t-il d'interleukines? Il y en a à peu près 30 interleukines. Donc, il y a à peu près trentaine d'interleukines. Hein? Donc, il y en a à peu près 4 ou 5 qui interviennent dans l'hématopoïèse. Je vais passer, hein, je vais passer. Le PO, parce que ça, c'est... Alors, le PO, j'en ai parlé hier. Et quel TPO? Le PO, c'est l'érythropoïétine. Au TPO, c'est là. Donc, l'une. Et vous allez le voir parce qu'il y a un tableau qui est une erreur, vous devez trouver cette erreur. Donc l'érythropoïétine, elle est nécessaire, elle n'est pas utile. Parce que nécessaire, daouri, bien. Alors, la thrombopoïétine, elle est nécessaire pour la synthèse, la différenciation en plaquettes, en thrombocytes. Bien. Les interleukines, etc., c'est pas très important. Ensuite, sur tous ces facteurs-là, parce que ce qui est important, c'est le tableau. Bien. Alors, ensuite, vous avez tous ces facteurs-là, on va leur donner une petite classification à partir de selon l'importance de leur action.
Vous avez les facteurs de promotion, les facteurs multipotents et les facteurs restreints. C'est pas ça le plus important. Ah, il y a le tableau maintenant. Vous allez voir que tout ce que j'ai écrit auparavant en page 3 et 4, je vais le retrouver dans le tableau. Et c'est sur le tableau que vous devez vous vraiment focaliser, concentrer. Bien. Alors le tableau là, si je vous dis d'abord, quelle est la différence entre ce tableau et le premier? Qu'est-ce que vous allez me dire? Entre le premier et le deuxième là. Donc là, déjà, on voit qu'il y a des facteurs de croissance. En plus, tout, en plus. En plus. Là, on ne s'intéresse pas, dans ce tableau, on ne s'intéresse pas à la progéniture lymphoïde. Donc vous avez en haut, juste parce qu'on va s'intéresser à la progéniture myéloïde. Bien. Et ensuite, vous remarquez que là, au niveau des précurseurs, il y a une différence entre le premier et le deuxième tableau. Au niveau des précurseurs, de toute façon, je suis le précurseur. Après les progéniteurs, et les précurseurs. Là, vous avez que j'ai un peu séparé les précurseurs. Si vous regardez tout à l'heure, je vous ai donné un exemple dans les précurseurs, les mégakaryocytes donnent directement les plaquettes, le premier tableau. Là, le premier mégakaryocyte qui va donner directement les tableaux, les plaquettes. Regardez le tableau 2. Donc, vous comprendrez alors que avant qu'il y ait mégakaryocytes, nous avons d'abord les pros, etc. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il faudrait d'abord... Et si je veux aussi élargir la lignée. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Les cellules, pour obtenir, au niveau des précurseurs, pour obtenir une cellule mature, quelquefois, il nous faut 7 à 8 étapes, cette prolifération, pour obtenir des cellules matures. Bien. Alors, vous remarquez que la cellule souche, surtout le ripotant. Voilà, le ripotant. Donc, j'ai laissé un demain pour vous dire que, vous pouvez trouver dans vos sources, parce que la science, il y a toujours des incertitudes dans la science. La vérité, l'exactitude, elle ne pas se faire. Mais dans la science, les gens peuvent se tromper. Dans la science, les effets, les actes, les événements moléculaires, les phénomènes sont découverts par les gens, par les scientifiques qui sont assujettis, qui peuvent faire des erreurs. C'est pour cela que dans la science, si vous allez consulter différents ouvrages par rapport à un thème précis, vous allez toujours trouver des différences. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils se contredisent? Non, ils ne veulent pas se contredire. Mais chacun publie ses résultats à lui, ce qu'il a trouvé. Et quelquefois, entre différents résultats, on trouve, on ne va pas dire des contradictions, mais on dira qu'il y a des décalages. Je préfère ce terme-là, des décalages, ou bien des incertitudes. D'accord? Par exemple, en biochimie, on dit qu'un peptide, c'est quoi? Un peptide, c'est un ensemble d'acides aminés dont le nombre d'acides aminés ne dépasse pas, il est entre 2 et 100. Donc, peptide. S'il est entre 2 et 10, on dit que c'est un oligopeptide. Et s'il est entre 10 et 100, c'est un polypeptide. Mais pas tout le monde dit ça, parce qu'il y a ceux qui disent que entre 12 et 27, c'est un oligopeptide. Entre 12 et 13 oligopeptides, pour d'autres, entre 2 et 13, c'est un oligopeptide, entre 2 et 27, c'est un oligopeptide. Donc ce sont des différences.
Et quelquefois, vous avez deux enseignants la même année qui enseignent à peu près le même chapitre. Fait deux modules différents. L'un, il dit quelque chose dans son cours, et l'autre ne dit pas le contraire. Il ne dit pas le contraire, mais il dit quelque chose qui n'est pas exactement ce. Ça ne veut pas dire que les deux se trompent. C'est ce que moi j'ai consulté toute une banque de données et j'ai choisi pour vous ce qui est, à mon avis, le plus important, le plus correct. Et l'autre enseignant, il a fait de même. Donc, et c'est pour ça que attention, je vous ai expliqué Qadélite, multipotent, totipotent, pluripotent, mais malgré ça, vous allez trouver dans les livres, vous allez trouver dans les sources. Hein? La cellule souche, c'est une cellule pluripotente. Mais maintenant, vous avez les connaissances pour dire attention. Là, ce n'est pas une souche pluripotente. C'est une souche multipotente parce qu'elle peut se différencier dans n'importe quelle cellule, mais toujours dans les cellules sanguines. Totipotente, c'est autre chose. Maintenant, et c'est ça ce que je vous demande. C'est pas par Monsieur Bousslam nous a dit pluripotente, mais nous avons trouvé dans le livre, c'est totipotente. Il y a Bousslam il n'y a pas le livre. C'est faut attention. La pour chaque homme, chaque personne, chaque individu, chaque étudiant est responsable de ce qu'il écrit, est responsable de ce qu'il fait, parce qu'il a un cerveau. Il doit réagir. Je vous ai dit que n'acceptez pas tout, ne soyez pas des chèvres. Il nous a dit, on écrit comme il nous a dit. Là, il faudrait réfléchir, poser des questions. C'est parce que, et comment se fait-il que? Pourquoi cela se fait comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut poser des questions. Donc, un homme, pluripotente, totipotente, le muhim est que n'est pas unipotente, parce qu'unipotente, ça ne peut donner qu'une seule cellule. Maintenant, vous savez que c'est une cellule multipotente. Bien. Ça va donner le CFU. Je le CFU, c'est quoi le CFU? J'aime. Ne regardez pas. C'est quoi le CFU GEM? CFU. Colonie Unit. C'est une unité. Moustamara. Ou GEM. GEM1. C'est un précurseur. C'est un progéniteur. Attention. C'est la cellule qui va venir juste après la cellule souche. D'accord? Bien. Ce CFU GEM, alors il va donner, je vous le dis directement, les cellules matures, les plaquettes, les érythrocytes, les éosinophiles, les basophiles, les neutrophiles, macrophages et cellules dendritiques. Juste n'oubliez pas que les cellules dendritiques peuvent être obtenues des souches. Oui, bien. Très bien. Donc, si vous arrivez à me suivre, vous allez réussir mon interrogation sans révision. Jamais réviser, parce que vous avez compris. Je ne vais pas vous dire, écrivez-moi. Je ne vais pas vous dire cela. Je vais vous poser des questions qui me disent, qui me permettent de vous évaluer. Est-ce que vous avez vraiment compris ou non? Bien. Alors, c'est fugien, donc on a compris que c'était Alors, ensuite nous allons avoir d'autres cellules. Le CFU, mégacaryote. Je vous ai dit que, est-ce que vous avez le premier chapitre, le cours? Est-ce que vous avez vu les mégacaryotes? Donc ce sont des cellules assez énormes. Et qui, quand elles vont éclater, il y a une fois vont donner de petites cellules, des plaquettes. Qu'est-ce que, c'est quoi les CFU, BFU, etc., la deuxième ligne? C'est des précurseurs ou progéniteurs? C'est un progéniteur. Donc, on va dire tardif. Hein? Bien qu'on écoute comme secondaire. Mais tardif. Tardif ou la secondaire? Bien. Est-ce
que vous avez ramené votre fluorescent? Votre couvert qui voit fluorescent. C'est important, fluorescent. Ça compte. C'est important le fluorescent. Parce que cela vous permet d'aller jusqu'à directement de là où vous êtes. Alors, chauffons. Je vais commencer par exemple par la gauche. Hein? Par la lignée des plaquettes. Bien. Quels sont les facteurs de croissance? Ah, la question qui va vous être posée. Qui sont responsables de la différenciation? Je peux poser la question. La différenciation du CFU MEG en plaquettes. Qu'est-ce que vous allez répondre? Les interleukines, IL. le PO, IL6, le PO, GM-CSF. Hein? Pourtant, je vous ai averti, comme il y a une erreur. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une erreur. Hein? Voilà. Ce n'est pas le PO. Parce que le PO, il est responsable. Le PO. Et combien y a-t-il de facteurs? Combien y a-t-il de facteurs? 3 ou la 4? 4. Bien. Juste un moment, parce que je dois poser une autre question, j'ai oublié qu'elle était... Allez vers... Je vais revenir, je connais monsieur. Je vais revenir. Allez vers la lignée éosinophile. 1, 2, 3, éosinophile, CFU, EO. C'est bon? Faux. EO, faux. Éosinophile, en haut. Ah. CFU, éosinophile. Vas-y, vous suivez ça. Si je vous dis maintenant, quel est le facteur responsable de la différenciation du CFU éosinophile? CFU, c'est une colonie, colonie de cellules. En proméolocyte. Myélocyte. IL1, IL3, IL4, IL6, IL3, 4, 6, GM-CSF et GS-CSF. Ça. Belle après. Bon, ça. Donc il y a combien? 4, 5, 6, c'est ça? 6. Ça. Je sais. Déjà, vous avez bien passé des étapes. Je vais toujours dans cette même lignée. Je vous dis alors, quels sont les facteurs les facteurs de croissance qui vont faire la différenciation du CFU, le premier progéniteur, CFU GEM, en polynucléaire éosinophile? La bouche de fois. 7 facteurs. Les premiers qui vont agir à tous les niveaux. Je peux dire aussi, dans la même lignée, quels sont les facteurs de croissance qui vont faire la différenciation, toujours dans la même lignée, entre métamyélocyte éosinophile et polynucléaire. IL5. Ah, cela veut dire que l'IL5 n'intervient. Donc, je ne vais pas vous poser la question, dites-moi, je vais vous dire que l'IL5, qu'est-ce que c'est? L'IL5, petit a, par exemple, est un facteur de différenciation des mégacaryocytes. C'est faux. Des érythrocytes. C'est faux. Qui intervient dans la phase finale de la formation des éosinophiles. Ah, là, c'est plus. D'accord. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, si vous voulez connaître c'est quoi le CFU, vous avez des définitions en page 3 et en page 4. Le plus important, c'est... Alors, je continue. Maintenant, je vais vous poser une question.
حسن نشوف الحساب alors là je suis obligé de نشوفش de prendre des lunettes. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à lire les... Oui ou non? Je connais mes choses. Qui ne voit pas là les lettres? Bon. Alors, je vais vous poser une question. Laissez-moi un peu de temps. 1, 2, 3, 5. Je vais vous dire que l'IL3, c'est-à-dire interleukine 3, est un facteur de croissance multipotent. Je vais vous dire que le facteur l'IL3, tout à l'heure nous avons parlé de la multipotence par rapport à une cellule. Maintenant, je vous dis QCM, ou bien question vrai ou faux, l'IL3 est un facteur de croissance multipotent. Oui. Oui, c'est juste. شوفوا مليح هزوا راسكم ماهوش عيب انه الانسان ما يفهمش لا كيستيون ماهوش عيب العيب انه يحاول ما يفهمش سي با honteux c'est pas ridicule de ne pas comprendre une question mais c'est ridicule de ne pas vouloir comprendre la question. J'ai dit est-ce que le facteur IL3 est un facteur multipotent? Si je ne connais pas, si je n'ai pas compris, parce que je vais vous le texte d'Imaï, parce que c'est là de l'heure, qu'est-ce que j'adore? Quelle question? Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Chez maintenant, déjà, où je vais trouver IL3? Oui. Il intervient, quelle est la phrase? La phase précurseur. Précurseur. La phase Tout, chauffe-les. Chauffe-les. maturation. La phase finale. La phase finale. Chauffe-les. IL3. La phase finale. Progéniteur, précurseur, après la phase finale, il y a justement, voyez, je crois qu'il y a un produit qui est multiple, et du méthode, donc il s'est il ne peut pas. Pour la phase finale, cher. La réponse. LB, وين LB؟ ما كانش LB وين؟ On ne parle que de la lignée myéloïde, LB. Alors, oui ou non? Vous remarquez qu'à part dans la différenciation des globules rouges, on ne trouve pas une L3. Je vous fais le globule rouge. Les érythrocytes. Est-ce qu'il y a IL3? Donc, sauf dans cette lignée, dans cette différenciation, IL3, il intervient partout. IL3 intervient partout. Interleukine. Donc les molécules de signalisation, les intermédiaires cellulaires. La cellule ne vaut rien sans les cytokines. Ne vaut rien, absolument rien. Il n'y a pas de différence. Posez vos stylos. Posez vos stylos. Je sens un relâchement. Je suis en train de ressentir un relâchement. Je suis en train de vous aider, parce que vous m'avez appelé aujourd'hui, etc. Je suis en train de vous aider à comment comprendre un cours. Comment être intelligent par rapport à un cours. Je voudrais que lorsque vous allez comprendre, ce sera pour la vie, du moins pour des années. D'accord? Donc ne vous relâchez pas. Oui, le facteur, comme vous avez dit, le IL3, c'est un facteur multipotent.
multipotent a plusieurs potentiels. Potentiel, c'est un podorat, kamina عنده. Il peut intervenir sur la ligne, donc il intervient partout. Et c'est pour cela, si vous avez remarqué, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, si vous avez remarqué, que les facteurs synergiques, je les mis en tête. C'est ça, en tête. Bien. Alors, lui, c'est un facteur multipotent. Est-ce qu'il intervient dans l'érythropoïèse? L'érythropoïèse. Je mets l'érythropoïèse. Non, il n'intervient pas. Donc, si tu fais comment réagir, mais je t'appelle dans la ligne protéiga, non, là, comme des synthèses. Parce que IL5, où est le IL5 multipotent? IL5. Unipotent. IL6. Multipotent. Comme IL3? Non. Oui. Mais quand comme l'IL3 ou aussi efficace que l'IL3 ou non? Oui, il n'y a pas dans le globule rouge. Comment vous... Non, je sais. Oui, mais c'est l'effacement de l'IL3. Alors, si, mais je kiffe, non? Oui, bien sûr. Absolument. Parce que déjà, je vous fais les IL7 IL6. IL6. Je vais poser, il est aussi efficace. L'interleukine est plus efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je vais poser une autre question. Vous avez remarqué que dans la lignée, par exemple, neutrophiles, les neutrophiles sont très importants, les neutrophiles. Ce sont des leucocytes les plus abondants. C'est des granulocytes les plus abondants parmi les autres. Leur nombre, il dépasse les monocytes et les leucocytes, les neutrophiles. Bien. Alors, si je vous dis de comparer les facteurs, l'action, pas les facteurs, l'action des facteurs de croissance qui entrent dans la lignée des plaquettes, des thrombocytes, et celle des polynucléaires neutrophiles, l'avant-dernière. L'action, qu'est-ce que vous allez dire? C'est important. L'action, où se trouve, comment se fait l'action des différents facteurs au niveau des thrombocytes, et les facteurs qui se trouvent au niveau, puisque j'ai dit des neutrophiles, quelle est leur action? Les flèches. Oui. L'action de plaquettes, on trouve que les interleukines interviennent jusqu'à la phase finale. C'est-à-dire interviennent partout, durant toutes les différenciations. Vous avez remarqué que pour les plaquettes, les mêmes facteurs de croissance interviennent durant toute différenciation. Sauf pour le neutrophile, il y a ce qu'on appelle un 4x4, 4x100 mètres léger, ou 4x100 mètres. Il y a un 4x400 mètres, 4x100 mètres. Comment on appelle cette course? Le relais. Il y a un relais ténèbres. C'est-à-dire que dès que des facteurs de croissance commencent, et ensuite, d'autres facteurs de croissance terminent la différenciation. Vous avez un début, parce qu'il y a un bon, je pense qu'on est à votre chouïa. Alors, on va s'arrêter. Est-ce que vous avez, qui a des questions, qui a des problèmes de compréhension? La micro, elle ne se fera pas le mardi prochain.
Elle se fera le mercredi prochain. Alors, Inch'Allah. Oui, oui, attendez, oui. Oui, c'est vrai. Je fais faire. Écoutez, si vous regardez, écoutez, vous avez dans le texte que l'IL3, il intervient dans la cellule et dans la différenciation des globules rouges. Ça, vous l'avez. Oui. Est-ce que vous l'avez en haut? Oui. Donc, IL3, IL3, je trouve. هذه l'étape, bien, هذه l'étape, c'est une étape éphémère. Je m'en ai éphémère. C'est-à-dire très rapide, qui n'est pas très importante, هذه l'étape. هذه 1. C'est pour cela qu'on dit que l'interleukine, et encore, elle intervient, cela veut dire que réellement l'interleukine, il est multipotent, il est vraiment multiple, il intervient partout. 1. Deuxièmement, donc, on a la question, est-ce qu'il est multipotent ou il n'est pas multipotent? Oui, il est multipotent. Cela veut dire, même si on considère cette petite transition rapide, donc ça va, il n'y a pas de problème, ça va encore conforter que le... Maintenant, est-ce que l'interleukine, est-ce que cette interleukine va intervenir dans l'autre progéniture, l'autre Compartiment. Et où l'autre? Quelle lignée? Lymphoïde. Est-ce qu'on va le retrouver à Dambat? D'accord? On va voir. Pas maintenant. Qu'est-ce que j'étais en train de... La question que je vous ai posée. Vous avez dit que l'interleukine était 3S. Là, c'est bon, c'est pas... Non, j'avais posé une question. Oula, j'ai pas posé de question. Hein? Mais c'est pas grave, alors, autre chose, c'est bon. L'interleukine multipotent, c'est bon. Alors, autre chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais essayer d'ouvrir une parenthèse. Quel est le rôle des hormones? Donc les hormones, ce sont des facteurs de régulation. Qu'est-ce qu'ils régulent? La croissance, la défense, le métabolisme cellulaire, le mouvement, la compréhension, et les hormones. Où circulent les hormones? Ça. Mettons de côté les hormones. Donc ce sont des messagers. Les hormones, ce sont des messagers chimiques. C'est-à-dire qu'ils portent la molécule, la forme de molécule. Cette molécule, elle porte une information. Elle va aller dans une autre cellule. Elle va aller vers quoi? Vers le récepteur de la cellule. Et ce récepteur, il va induire des transformations. Donc on dit qu'il a porté un message. Un message qui est venu d'une autre cellule ou d'une autre glande. Bien. Elles sont de côté les hormones. Le système nerveux, lui aussi, il a ses messagers chimiques qu'on appelle les neuromédiateurs ou bien les neurotransmetteurs. Ils transmettent de l'information ou bien médiateurs ou acides, mais bien deux organes. C'est la même chose. L'un porte une information qui va aller vers le récepteur. Le deuxième, il porte une information qui va aller à un récepteur. La différence, c'est que l'un circule dans le sang, l'autre circule dans le système, dans les neurones, dans les synapses, neurones, etc. Bien. Les enzymes. C'est quoi le rôle des enzymes? C'est des catalyseurs. Ils sont... on dit un et une enzyme, les deux, une enzyme, un enzyme. Parce qu'il y a
sous TFR. Il y a une mésentente entre l'académie américaine et l'académie française. Les Français disent c'est nous qui avons trouvé l'enzyme, qui a donné le nom l'enzyme. On va dire une enzyme, on le donne le sexe féminin. Les Américains disent mais nous avons développé des enzymes, on leur donne le sexe masculin. Mais finalement, on dit une enzyme. Bien. Les enzymes, ils sont responsables de toute réaction au niveau des cellules, on va dire au niveau des organismes vivants. Il n'y a pas une action, une réaction qui se fait. Donc, vous voulez te dire là? Ça. Parce qu'on en parle. Donc, les enzymes, il n'y a pas de réaction au niveau cellulaire qui n'est pas catalysée. Catalysée, maintenant, prise en charge par l'enzyme. C'est l'enzyme qui fait tout. S'il n'y a pas des enzymes, il va y avoir faute dans la cellule, anarchie. Et la cellule, elle est bien organisée. Vous avez vu en histologie ou en cytologie l'architecture de la cellule. Et comment tout est régulé. Régulé. Bien. Les enzymes, eux aussi, ils se fixent sur quelque chose. Sur quoi? Ou bien ils fixent quelque chose. Ils fixent le substrat pour le transformer. D'accord? On appelle ces réactions-là des réactions ligand-récepteurs. Vous l'avez vu en enzyme. Vous allez voir que le premier cours en enzymo, l'un des cours des premiers cours en enzymo, c'est la théorie ligand arabe, ou le récepteur. Donc l'enzyme avec le substrat, l'hormone avec le récepteur, les neurotransmetteurs avec les récepteurs, et il y a autre chose que je n'ai pas cité, qui aussi se fixe sur des récepteurs, les facteurs. Mais c'est quoi ces facteurs? Les interleukines, c'est quoi? Les cytokines. Il y a aussi des cytokines. Alors, les cytokines, il y a les hormones, les neurotransmetteurs, les enzymes, ou maintenant les cytokines. Il faudrait que vous mettiez dans la tête que les cytokines, c'est comme les hormones, c'est comme les enzymes, c'est comme les neurotransmetteurs. Ils sont très importants, elles sont très importantes. Et s'il n'y a pas de cytokines, il n'y aura pas de croissance. Il n'y aura pas de, surtout de différenciation cellulaire. Il n'y aura pas de, de communication entre cellules. Parce que les cytokines, ce sont les molécules de communication. Ok? C'est des porteurs d'informations. Mais pas comme les hormones ou qui vont aller dans un seul sens. Les cytokines vont aller dans tous les sens. Pour faire ce qu'on appelle la médiation cellulaire. La médiation, c'est-à-dire pour dire telle cellule, elle est telle phase, la cellule, elle s'est différenciée. En même temps, une autre cytokine, elle va dire qu'il y a une infection. Une autre cytokine, elle va dire, bon, je vais moi faire les plateaux, transformer les LB en LB mémoire, etc. etc. Et les cytokines travaillent. Et les cytokines travaillent en synergie. C'est ce que vous avez. C'est ça l'information. La médiation cellulaire. Donc une partie, elle est faite par les hormones neurotransmetteurs, mais surtout par les cytokines. Donc, ce que je vous conseille, quand vous allez chez vous et ouvrir le Facebook, l'Internet, au lieu de passer 2 heures sur Facebook, passez 15 minutes sur les cytokines. 15 minutes, c'est rien du tout. C'est quoi les cytokines? Quel est le rôle des cytokines? Et c'est comme ça que vous allez progresser dans votre savoir, dans votre connaissance. Comme ça, à chaque fois. Et vous allez petit à petit vous intéresser. Et puis, aujourd'hui, je suis en train de vous dire
de vous donner des choses, mais la prochaine fois, avant que je ne vous dise le cours, peut-être vous le saurez déjà. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste... Alors, qu'est-ce qu'une régulation? Le tableau, le tableau, je ne sais pas le tableau. Donc c'est un mélange, c'est le tableau. Vous allégez votre programme pour l'examen final. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que la régulation? Qu'est-ce que la régulation? C'est l'organisation de quoi? D'un système. D'accord. Voilà. Par exemple, quand on dit régulation, on va organiser un système, généralement un métabolisme, pour qu'il soit toujours équilibré. Quel équilibré? Le terme équilibré, c'est un terme qu'il faudrait vraiment comprendre parce que ce n'est pas un terme simple. Parce que l'équilibre de l'organisme, qu'est-ce que l'équilibre? Il y a un terme. L'équilibre de l'organisme, équilibre physiologique ou biochimique, physiologique ou physique ou chimique ou biochimique, etc. Comment on l'appelle l'équilibre? Physique, c'est quoi physique? C'est la pression du corps, c'est la température du corps, la pression artérielle, les pressions sur les moelles, elle est physique. Physiologique, l'équilibre physiologique, c'est quoi? C'est que les organes fonctionnent normalement à leur stimulateur. Et l'équilibre biochimique, c'est les niveaux des molécules. La glycémie, c'est 1 gramme, elle doit toujours être 1 gramme, etc. Comment appelle-t-on ce... Il y a... Hein? L'homéostasie. L'équilibre, c'est l'homéostasie. L'homéostasie. Toute personne présentant une homéostasie, c'est une personne saine. Tous les équilibres physiques, physiologiques, biochimiques, etc., cela veut dire qu'il y a un trouble. Il y a une mauvaise régulation. C'est-à-dire que l'organisme, il n'est pas en train de s'autoréguler normalement. Il y a quelque chose qui le perturbe. Ça peut être quoi? Ça peut être une infection, bactérie. Ça peut être un médicament. Ça peut être un stress. Ça peut être une pathologie, maladie. Ça peut être des facteurs externes ou, moins souvent, des facteurs internes. Les facteurs internes sont graves, parce que généralement, ce sont des dérégulations immunitaires, c'est-à-dire que l'enfant naît avec des tares, des problèmes. Lorsqu'il y a une mutation, ou bien lorsqu'un gène ne peut pas s'exprimer parce que le gène est touché, ou bien parce que l'ARN, ou bien parce que l'enzyme, l'ARN, ou bien lorsqu'il ne peut pas s'exprimer, on va avoir un déséquilibre, une dérégulation. C'est quoi la régulation donc? C'est quoi aider la régulation? Vous devez savoir que la régulation, c'est l'organisation interne. L'information. Oui, c'est la régulation, ça peut être quoi? Ça dépend de la régulation. Ça peut être une formation, ça peut être un glucose. Donc je dois éliminer. J'ai moi ça, il m'a dit glucose, donc je dois produire. Ça devient la régulation. Si quelque chose diminue, automatiquement un système de régulation va l'augmenter jusqu'à l'équilibre et vice-versa. C'est la régulation. Est-ce que l'hématopoïèse est régulée? Oui, absolument. C'est ce que nous disions depuis déjà pas mal de séances. Il y a une régulation. Elle ne peut pas se faire seule. Quels sont les facteurs de régulation? Eh bien, d'abord les facteurs de croissance. Question.
est-ce que la programmation, l'apoptose des cellules, la programmation des morts, de la mort des cellules, est-ce que c'est une régulation? Oui, absolument. Puisqu'elle est programmée, lorsque c'est naturel, la cellule, l'organisme a programmé la mort d'une cellule. Oui. Entrez. Vous voulez entrer? Vous demandez quoi? Allez-y, faites ce que vous voulez, parce qu'on a terminé une chose. Je pose la question. L'apoptose. Bien. La cellule est programmée pour mourir. Question. Monsieur, pourquoi la cellule était programmée avant? Pourquoi la cellule était programmée pour mourir? Voilà. Hein? Alors, pourquoi une cellule est programmée pour... J'ai pas dit pourquoi une cellule immunitaire. Donc c'est grosso modo, pourquoi la cellule est programmée pour mourir? Elle n'a pas une fonction. Alors, oui, mademoiselle. Non, elle est programmée, non, elle a une durée de vie parce qu'elle est programmée pour mourir. Hein? C'est l'inverse. C'est pas... À un certain moment de sa vie, elle atteint une défaillance parce qu'elle dit qu'à un certain moment de sa vie, cette cellule, elle va avoir une défaillance. Oui, c'est ça. Pour ne pas avoir une défaillance. Et donc, à un certain moment, la cellule, un joueur, par exemple, joueur de football, par exemple, ou de judo, ou même des athlètes, est-ce qu'il peut maintenir un effort durant 10 heures à chaque soir? Impossible. Donc à un certain moment, il se fatigue, il ne peut plus faire. Le corps ne répond pas. Et pourquoi le corps ne répond pas? C'est pour empêcher que le corps soit assujetti à une destruction. C'est le corps qui va envoyer des hormones, des acides, etc. aux muscles pour l'arrêter. Sinon, le corps il va subir une dégradation. Bien. Ma question était pourquoi la cellule est programmée? Qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce que vous avez cours d'autres? Qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule, finalement, c'est quoi? Microscope électronique, qu'est-ce que c'est une cellule? C'est des membranes. Et la membrane, c'est quoi? C'est quoi cette membrane? C'est des phospholipides. Ces phospholipides, c'est quoi? C'est des molécules. Donc, la cellule, ce n'est que des molécules qui sont organisées. Des molécules s'organisent pour donner une membrane, des molécules s'organisent pour donner des lysosomes, par un noyau, etc. etc. Ah. Et qu'est-ce qu'une molécule? Qu'est-ce qu'une molécule? Ou ces atomes, ils sont reliés par quoi? Cette liaison, c'est quoi? C'est de l'énergie. Normalement, vous avez tout compris dès maintenant, vous avez compris que c'est de l'énergie. Les molécules qui mènent la liaison, qui maintient les atomes et les molécules entre elles, c'est de l'énergie. Mais si je écoutez, passe l'énergie. Si je fais ça pendant 2 minutes, je peux la faire. Mais est-ce que je peux faire ça pendant 24 heures? Pourquoi? Parce que je vais manquer d'énergie. L'énergie va diminuer. Lorsque la cellule, parce que l'énergie entre les liaisons se concentre, la liaison, par exemple, 15 kJ dans cette molécule, comme énergie de liaison. Ne croyez pas que nous allons avoir durant 5 mois 15 kJ. L'énergie va diminuer. Je vais vous donner un exemple bizarre. Vous prenez une serpillère, une chèvre. Hein? Je sais que tu connais
تقول مرتبة كي تقعد من بعد 15 jours 20 jours 1 mois كيما تولي وعلاش الخيوط نتاعها parce que l'énergie qui maintenait les fils entre eux, elle a l'énergie, c'est exactement la cellule. La cellule, il y a donc c'est des molécules, c'est de l'énergie. Lorsque les molécules, lorsque l'énergie commence à diminuer, la cellule, elle perd, oui, elle perd, je connais qu'elle perd. Elle perd quoi? Sa morphologie, mais c'est de l'énergie. La forme, elle perd. Et dans la forme, sur la membrane, qu'est-ce qu'il y a? Je connais les molécules, les récepteurs. Les récepteurs aussi, ce sont des molécules. Les molécules, le récepteur, il était comme ça. Mais ensuite, lorsqu'il va perdre de l'énergie, donc lorsqu'il y a perte d'énergie, le récepteur perd sa forme. Quelle forme? Là, morphologie. Sa forme, quelle forme? Active, la forme qui peut reconnaître. Donc cette cellule, comme vous avez dit, mademoiselle, elle est devenue défaillante. Donc on doit la remplacer. Donc elle est calculée. Les récepteurs, ils donnent l'énergie, combien, etc. Ah, donc ils donnent 24 heures. L'autre, 3 mois, etc. Tout est calculé. Salam alaikum.